Bienvenue sur Parenthood, le podcast dédié à la parentalité. De l'envie d'avoir un enfant à sa conception, de la grossesse à l'accouchement, du postpartum au début et difficultés de l'éducation, ce sont des mamans et des papas qui viennent témoigner et partager avec nous leur vécu et leurs expériences, mais aussi des professionnels qui répondent aux questions que l'on se pose. Ici, on apprend, on se rassure et on déculpabilise. Alors, on respire un grand coup et c'est parti. Avez-vous déjà vu un homme sage-femme ? Eh oui, ils sont si rares que très peu d'entre nous en ont déjà côtoyé un. S'il est évident pour la majorité d'entre nous que le métier de sage-femme est pratiqué depuis la nuit des temps, on se le représente presque toujours pratiqué par des femmes. Et pour cause, d'après les études françaises les plus récentes, les promotions de sage-femme compteraient à peu près 3% d'hommes. Oui, mais voilà, il existe tout de même quelques exceptions. Les hommes qui pratiquent ce métier par amour pour les premiers moments de vie d'un être humain, mais aussi pour la naissance des parents. Et c'est ce qui fait de cet instant un instant hors du temps et de ce métier une vocation. Arnaud fait partie de ces exceptions. Sage-femme depuis de nombreuses années, il nous présente ici son métier qu'il vit comme une véritable passion et nous explique comment celui-ci lui a permis d'appréhender sa parentalité. Entre son rôle de soignant et celui de père, il y a de nombreux ponts. Et c'est justement en devenant lui-même père qu'il a pris conscience du besoin d'accompagner davantage les parents dans la découverte de leur parentalité, et notamment les pères qui ont malheureusement très peu souvent l'occasion de parler de leur joie, mais aussi des craintes qui sont liées à cette nouvelle vie que représente l'arrivée d'un enfant. Arnaud l'a bien compris et réalisé grâce à son métier, mais aussi grâce à son histoire. Et depuis, avec d'autres hommes sages-femmes des HUG, ils ont mis en place des rencontres destinées aux papas pour leur permettre d'échanger entre eux. Merci Arnaud d'avoir répondu présent et d'avoir accepté de nous présenter ton métier, mais aussi ton histoire de parent en toute sincérité. Arnaud, bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es, nous présenter ta famille et puis ensuite nous dire ce que tu fais? Arnaud Mottet, donc moi je suis un homme sage-femme, comme on dit, et comme j'aime à le répéter. Je travaille actuellement à la maternité des HUG et je suis également papa de 2 enfants. Donc voilà, j'essaie de combiner ma vie professionnelle, ma vie familiale au mieux. Ouais, ok. Et du coup, tu disais que tu es un homme sage-femme, c'est-à-dire qu'on dit, le terme exact, c'est homme sage-femme. Oui, le terme exact, c'est homme sage-femme. Alors, ça fait souvent sourire quand je vais voir les patientes, les couples, quand je me présente. Bonjour, je suis Arnaud, homme sage-femme. Ils ont toujours un petit moment où ils se demandent qu'est-ce que c'est que cette espèce-là. Et puis, du coup, je leur explique, en fait, l'étymologie du mot, le sage. Ça vient du grec, et ça veut dire qu'il y a la connaissance d'eux. Et donc l'homme sage-femme, ou la sage-femme d'ailleurs, c'est qu'il y a la connaissance de la femme. Donc dans le terme sage-femme, la femme c'est pour la patiente, et puis homme c'est moi. D'accord, ok. Merci pour l'explication. Et comment tu t'es retrouvée à être sage-femme du coup? T'avais une attirance particulière pour ce milieu? On va dire le milieu largement, le milieu de la santé. Ouais. C'est pas pour moi initialement une vocation d'être sage-femme. Je me suis pas réveillé en me disant je vais être sage-femme. Je sais pas, il y en a peut-être d'autres des hommes sages-femmes pour qui c'est le cas, mais en tout cas pour moi c'était pas comme ça. Ce qui m'attirait c'était le milieu de la santé, le soin plus spécifiquement. Au début je savais pas, je voulais dans un premier temps faire des études de médecine. Donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait une première année de médecine. Moi je l'ai faite en France cette première année. Puis à l'issue de cette année, il y a un concours assez sélectif pour rentrer en fac de médecine et donc il me manquait quelques places pour pouvoir y accéder. Et par contre, j'étais en rang utile pour rentrer dans une école de sage-femme. Donc je me suis posé pas mal de questions sur l'été avant de rentrer dans cette école, savoir si j'allais faire ça ou pas. Ah, c'est pas toi qui avais décidé du coup? C'est pas comme une sorte d'inscription? Alors, j'avais le choix, je pouvais m'y inscrire ou pas, ou je pouvais faire autre chose. Okay. Donc il y a quand même un choix qui est engageant à ce moment-là. Bien sûr. Mes copains, amis de l'époque, ils me disaient allez vas-y essaye, je pense que ça peut bien te correspondre. Je pense qu'ils avaient perçu dans ma manière d'aide que je pouvais apporter quelque chose dans le soin, dans l'aide au couple. Et donc je me suis pas mal questionné pendant l'été, juste avant de rentrer en école de sage-femme. J'ai appelé, j'avais une cousine qui était sage-femme aussi, je l'ai appelée pour savoir
pour savoir un petit peu ce que c'était que ce métier, parce que je savais pas vraiment en fait. Qu'était une sage-femme, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire en tant que sage-femme. Donc voilà, je me suis pas mal renseigné, je me suis dit bon allez, je vais y aller. En septembre, j'y suis allé, et donc je suis rentré dans une promo où il y avait quasiment que des filles. Et puis finalement, voilà, sur les terrains de stage, j'ai vu assez vite que ouais, c'était quelque chose qui pouvait bien me plaire. Dès la première année, on a des stages sur le terrain, des stages infirmiers d'abord, puis après des stages en maternité. Et ouais, dès que je suis arrivé en maternité, j'ai compris que ouais, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait bien. Accompagner les couples dans ce moment de leur vie où il y avait des émotions énormes, partagées. C'était vraiment des moments très forts. Et puis je savais que voilà, ce métier, je pouvais le faire encore des années et que ça me plairait encore. Ouais. Et puis, du coup, tu as fini ton cursus en France ? J'ai fini mon cursus en France et puis ensuite j'ai exercé dans une petite maternité en France, dans le sud de la France, pendant plusieurs années avant d'arriver ici, il y a quelques années, au HUG. Et quand tu étais en France, il y avait déjà un peu ces questions qui sont soulevées depuis un moment, mais qui ont été vraiment mises en lumière là récemment sur la condition des sages-femmes en France. Oui, c'était déjà quelque chose qui était dans l'air du temps. Les sages-femmes ont toujours eu un peu le cul entre deux chaises parce que elles ont en France un statut médical dans le code de la santé publique. Elles ont un droit de prescription qui est de plus en plus important, de plus en plus élargi, même s'il est limité à leur exercice. Mmh. Elles font beaucoup de gynécologie, d'obstétrique bien sûr, dans les maternités, mais elles ont très peu de reconnaissance, que ce soit en milieu hospitalier ou les sages-femmes indépendantes. Très peu de reconnaissance, ça passe par bien sûr la rémunération, mais le soin de manière générale en France est très peu rémunéré. Et voilà, les sages-femmes font partie de ce tout. Donc oui, c'était à chaque fois, à chaque étape, à chaque revalorisation des droits, il faut reconnaître tout ce que les sages-femmes ont droit de faire. Et à chaque fois, c'est une bataille. Et donc très régulièrement, ça passe par des mouvements, des grèves qui ont plus ou moins d'impact dans les médias. Mais il y a quelques semaines, en effet, on en a pas mal parlé. Et du coup, en Suisse, c'est pas du tout le même statut, j'imagine, pour les sages-femmes. Non, alors les sages-femmes suisses n'ont pas ce statut de profession médicale. Elles sont une profession de soins. D'accord. Comme d'ailleurs les sages-femmes françaises, mais le statut est un peu plus restreint en Suisse. Elles ont aussi un droit de prescription, mais plus limité que les sages-femmes françaises. Okay. Après, le travail en milieu hospitalier ressemble quand même pour pas mal au travail hospitalier en France. Même si elles ont moins de prérogatives, il y a quand même beaucoup de similitudes. Mais comment ça s'explique que la profession de sage-femme n'est pas justement pas reconnue comme étant du domaine médical ? Pourquoi elles sont pas reconnues à leur juste valeur ? Je ne sais pas. C'est peut-être l'histoire de la profession. Pendant longtemps, d'ailleurs, dans les professions de soins, ça a été des professions ultra majoritairement féminines. Et ces professions, c'est vrai, c'était un sacerdoce de faire ces professions. On le faisait presque par plaisir, parce qu'on devait le faire, c'était notre devoir, on avait envie de le faire, mais pas pour une reconnaissance pécuniaire. Ouais. Et c'est de moins en moins accepté par les différents professionnels du soin, les sages-femmes y compris. C'est vrai que ça paraît étonnant quand même. Si on revient du coup à ton parcours à toi, alors t'as connu quelle évolution en fait dans ce domaine qui est du coup un domaine très féminin ? Alors oui, c'est extrêmement féminisé, d'autant plus chez les sages-femmes. Alors chez les infirmiers, il y a une proportion d'hommes un petit peu plus important. Chez les sages-femmes, on doit être à 2-3% d'hommes. Ouais. Donc c'est quand même très faible. Et là, pour nous donner une idée, par exemple, au HUG, tu sais le nombre déjà de sages-femmes en général et puis d'hommes sages-femmes ? Le nombre exact, je ne le connais pas, mais je crois qu'on doit être 6-7 hommes sages-femmes,
pour quasiment 200 sages-femmes. Ouais, ok, quand même. Donc c'est ce pourcentage-là. Ouais. On est très peu, on est l'exception. Ouais. Donc oui, ça fait maintenant... je suis rentré en école de sage-femme en 2003. Donc ça fait un petit moment que je gravite dans ce milieu féminin. Donc pour moi, c'est devenu la norme en fait. C'est vrai qu'au début de mes études, j'étais dans une promotion où on était 27 et il y avait quand même 3 hommes qui ont été quand même d'une grande aide au départ, parce que c'est pas évident à 20 ans de s'engager dans ce milieu très féminin. J'imagine. On est plus ou moins bien accepté par ses consoeurs, par les professionnels, les sages-femmes dans les maternités. Des fois, ça a été un long combat de se faire accepter en tant que sage-femme. Pas en tant qu'homme, mais au moins en tant que sage-femme. Depuis maintenant, 17 ans, j'ai fait ma petite place en tant que sage-femme. Alors, certes, je suis un homme, mais voilà, mes collègues me voient aussi comme, j'espère en tout cas pas comme une sage-femme, et j'essaye de faire au moins aussi bien qu'elle. Ouais, c'est ce qui compte avant tout, c'est la profession. Oui. Bon. oui, même si on l'exerce certainement avec une autre teinte, on apporte autre chose au sein de l'équipe et puis aussi avec les couples. Ouais. Mais oui, au final, on fait la même chose, le même métier. Ouais, et justement, je me demandais si c'était déjà arrivé que des parents tu l'as dit tout à l'heure, oui, des parents qui sont étonnés quand ils te voient arriver et te présenter en salle d'accouchement. C'est déjà arrivé, en fait, qu'on te dise qu'on n'est pas à l'aise avec toi ou qu'on veut pas, que ce soit les femmes ou les hommes, même si j'aurais tendance à penser que les hommes, ça peut peut-être plus les rassurer, de se dire, tiens, il y a un homme qui va peut-être plus me comprendre et plus m'intégrer aussi au travail. Ou pas. J'imagine qu'il doit y avoir un peu de tout comme type de situation. Ouais, alors c'est vrai que passer ce premier échange où j'arrive en tant qu'homme par exemple dans une salle de travail, en salle de naissance, donc il y a une première surprise en effet, et puis après je me présente, on essaie de créer un lien. Alors bien sûr, il y a certains couples, alors certaines femmes, ouais, c'est vrai qui souhaitent pas être vues par un homme à ce moment-là, alors par pudeur. Alors on essaye de parler, de respecter au plus la pudeur de ces femmes-là. Et puis quand c'est vraiment pas possible, on passe la main à une collègue. D'accord. Okay. C'est possible de refuser du coup Bon, j'espère pas que ça arrive souvent. En fait, ça arrive pas si souvent que ça. Okay. C'est vrai que c'était une question que j'avais au départ. Est-ce que les femmes vont m'accepter en tant qu'homme ? Ouais. Et en fait, c'est très rare. Dans l'année, j'ai quelques refus, mais c'est extrêmement rare. Et puis, des fois, on arrive par la parole et puis à contourner ce refus. Et puis, finalement, ça se passe très bien. Et puis, parfois, ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, on passe la main à une collègue, une femme. J'imagine qu'aussi, pour celles qui refuseraient éventuellement le fait de discuter et de voir en fait qu'il y a une toute autre sensibilité ou un autre regard peut-être aussi, ça peut être rassurant. Ouais, on essaye en tout cas, moi j'essaye de rassurer au plus le couple dans mes compétences, dans ce que je peux leur apporter. Ouais. Ça marche quand même souvent que finalement on arrive à faire le suivi normal et puis au final souvent bien par la suite ils me remercient d'avoir été là. Et pour les papas, du coup, tu penses que ça au départ ça les étonne tout autant par exemple que Oui, ça les étonne presque plus que les femmes, je dirais, parce que c'est vrai que les femmes, comme elles ont souvent des consultations, elles vont à la préparation à la naissance, plus souvent en plus grand nombre que les hommes. Quand elles arrivent dans une maternité, on leur dit souvent qu'elles vont voir des sages-femmes, qu'il y a aussi des hommes sages-femmes. Souvent, nos collègues, elles nous introduisent à ce moment-là, elles savent comme ça, les femmes savent qu'elles peuvent être reçues dans la nuit aux urgences par un homme sage-femme. Donc elles sont informées et les pères parfois un petit peu moins. Après, comment ils nous perçoivent, ça c'est dur à dire, c'est propre à chacun, je pense. Pour certains, oui, on peut être
une oreille, une aide, quelqu'un de rassurant. Pour d'autres, non, on sera vécu comme un homme, et du coup, il y aura ce regard masculin qui veulent pas qu'on ait sur leur femme. Ça t'a déjà blessé, les rares fois où il y a eu quelques refus, ça a pu te blesser? Plus au début, ouais. Jeune sage-femme, c'est vrai que je le prenais assez personnellement qu'on puisse refuser que je fasse mon travail. Mais après, dans la discussion, quand il y a de la bienveillance des deux côtés, que je comprends leurs arguments, que c'est expliqué avec calme et bienveillance, dans ce cas-là, non, j'en tiens, bien sûr que j'accepte tout à fait leurs arguments. Et ça t'est déjà arrivé de te présenter aussi en tant que sage-femme en dehors de la maternité, en dehors du cadre de l'accouchement? Je pense au cas typique d'une soirée ou ailleurs où tu rencontres quelqu'un, tu dis voilà, je suis sage-femme. Et surtout par rapport aux hommes aussi, je me demande s'il y a un regard peut-être un peu différent ou Alors souvent, soirée, ce qui se passe quand on vient à parler de nos professions qu'on se connaît pas, que je dis que je suis sage-femme, d'un seul coup, il y a toutes les femmes qui viennent dire « Ah, c'est génial, moi aussi j'en ai vu un, il était trop bien. » J'en ai vu un. Voilà, c'est un, il y en a pas deux en général. Ouais. Et puis voilà, on parle vite accouchement, on parle vite, moi ça s'est passé comme ça, donc on parle vite. Du coup, t'es inclus dans le clan féminin et puis, mais par rapport aux réactions des autres hommes, c'est pas, t'as jamais vu quelque chose qui t'a particulièrement choqué ou, Non. Ouais. Non, ils se posent plus de questions, mais en général. Ils arrivent au constat qu'ils trouvent ça cool, une fois que j'ai expliqué tout ce que je faisais. Non, ils n'ont pas plus Bon, ils parlent moins facilement, en tout cas, de ce qu'ils ont vécu, aussi librement que les femmes, de ce qu'ils ont vécu au moment de l'accouchement de leur femme. Ouais. Les expériences passées, c'est presque exclusivement féminin. Eux, ils sont un peu plus dans la réserve par rapport à ça. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Je dirais que à chaque fois que je viens travailler, je sais pas comment va être ma journée. À chaque fois, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouveaux liens qu'on doit tisser. Alors ça, c'est très beau, c'est à la fois aussi un peu épuisant à chaque fois de retisser du lien avec quelqu'un, mais c'est ce qui fait la beauté de notre travail, c'est de partager des moments intenses avec des couples dans un moment de leur vie qui restera à jamais gravé en eux. Et on sait qu'on est hyper important à ce moment-là parce que ce qu'on fera, ce qu'on dira, ce qu'on échangera, ça restera. Donc c'est peut-être ça le plus beau. Et puis en fin de journée, de se dire qu'on a été utile pour cette femme, pour cet homme, pour cet enfant, c'est super chouette. On a un métier, c'est clair. Génial pour ça. Moi j'admire énormément ce métier, et c'est vrai que quand je repense à ma propre expérience, pour moi vraiment le ou la sage-femme, enfin moi c'était des sages-femmes, mais c'est vraiment la personne à laquelle on se raccroche quand on est dans un moment un moment magique, et puis en même temps le moment de l'appréhension, surtout avec un premier où on découvre tout, donc c'est vraiment la personne à laquelle on se raccroche, même si c'est vrai que nous, les sages-femmes, on ne connaît pas personnellement, mais c'est un moment qui est hyper intense. L'accouchement, la sage-femme, c'est une sorte de bouée de sauvetage. Elle est là pour vous porter, pour vous aider, pour vous soulager. Oui, c'est un personnage central, c'est sûr, à ce moment-là. Donc c'est important de créer des connexions avec elle ce jour-là. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir un peu gauche, un peu maladroit dans ton métier en tant qu'homme? Dans le quotidien, non, je dirais pas que j'ai pu me sentir gauche ou pas à ma place. Après, c'est dans les situations parfois un peu compliquées. À la maternité, on vit pas que des moments idylliques et chouettes. Il y a des moments un petit peu plus durs. Tout ce qui gravite autour du deuil. C'est jamais très simple de trouver les mots qui seront apaisants, qui envelopperont ce couple, qui pourront les aider. Choisir les mots, c'est ce qu'il y a de plus dur à ce moment-là, je trouve. Donc oui, à ces périodes-là, oui, dans certains cas, j'ai pu me sentir gauche parce que je savais pas quoi dire, quoi faire, où me placer, comment
comment interagir. Ça fait partie du métier. On est aussi, ça fait partie de ce qui est gratifiant, c'est de les accompagner dans ces moments de souffrance. Il y a une façon d'apprendre aussi à prendre du recul aussi pour toi, pour te préserver à force? Alors moi, j'ai vraiment quand je viens travailler, je mets ma blouse blanche, je deviens soignant, je deviens sage-femme. Et quand je l'enlève le soir, je laisse tout ce qui s'est passé à la maternité derrière moi. Une sorte de sas voilà, qui se ferme. Et des fois, il fuit un petit peu ce sas dans les situations un peu compliquées. Ouais. Mais oui, j'essaye de me préserver comme ça. Je suis sage-femme quand je suis ici à la maternité avec les couples, et puis je suis Arnaud à l'extérieur. Parce qu'en plus, j'imagine que le fait d'être père toi-même, ça a dû te transformer déjà dans ton métier, enfin en tant qu'homme, mais aussi dans ton métier, et peut-être te faire voir les choses autrement. Oui, c'est sûr que la paternité m'a appris beaucoup de choses, m'a appris à accompagner aussi différemment les hommes. Dans les études, on est très centré sur la femme. Voilà, on sait suivre médicalement parlant les femmes enceintes, mais c'est vrai qu'on apprend peu de choses sur le couple, sur les interactions qu'il peut y avoir, sur ce que vivent les hommes à ce moment-là. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience en fait. Et le fait de l'avoir vécu, d'être de l'autre côté, de savoir qu'est-ce que c'est qu'accompagner une femme qui est enceinte, lors de sa grossesse, lors de ses consultations, lors de ses doutes, lors de ses questionnements sur sa maternité, et puis après ce que c'est que d'avoir un enfant en bas âge chez soi. Ouais, ça m'a fait je vois les pères un petit peu différemment maintenant. J'essaye de les accompagner un peu plus dans leur paternité, puis dans ce que ça va engendrer pour eux les premiers mois de vie avec un enfant. C'est une des raisons pour lesquelles il y a cet accompagnement aussi des pères, cette préparation à la naissance pour les futurs papas aussi, qui est assez récente. Ouais, c'est une des raisons pour lesquelles voilà, j'accompagne lors de groupes de rencontres entre futurs pères. J'anime ces rencontres. On vient à parler de ce que va être leur nouvelle vie de papa ou de leur paternité en devenir, en tout cas. Et toi, comment ça s'est passé l'arrivée de tes enfants, justement? Alors, comment ça s'est passé? Déjà, la grossesse, ma femme, elle était pas du tout stressée parce qu'elle savait que j'étais là, que je gérais le côté médical. Ouais, j'imagine. Donc, elle était plutôt sereine. Bon, elle est de nature assez sereine, en tout cas confiante. Moi, je l'étais sûrement un peu moins. À 15 jours de la naissance, j'ai eu un zona ophtalmique. Ah ouais, d'accord. J'ai jamais entendu. Alors, j'ai entendu zona, mais pas zona ophtalmique. Zona ophtalmique, je suis devenu tout gonflé en un jour, j'ai eu le front tout gonflé, l'œil tout gonflé. C'est en fait le virus de la varicelle qui ressort lorsqu'il y a une dépression en fait, lorsqu'on est un peu trop fatigué, un peu trop tendu, stressé. Ouais. C'est souvent lié à un grand stress. Ouais. Donc je me sentais pas vraiment en moi que j'étais stressé, mais mon corps le savait et il l'a sorti comme ça. Donc on a beau être sage-femme, on peut quand même être stressé. Ouais, je me demandais justement comment toi tu l'avais vécu, mais en même temps ça donne un autre niveau de responsabilité aussi quand ça te concerne. Ouais. Et puis après, pendant l'accouchement, le travail, moi j'avais envie d'être à ma place de père à ce moment-là. Ouais. Donc j'ai laissé mes collègues faire leur travail de sage-femme, et puis moi je me suis placé vraiment en tant que père. Ça, c'était dans le service où tu travaillais? Oui. D'accord. Et tu as réussi à mettre cette distance de co, à te dire voilà, je suis de l'autre côté, je m'implique pas plus. Ouais, je sais pas comment j'ai fait. Moi aussi je devais baigner dans des hormones. C'est clair. Très certainement, parce que je me suis pas du tout soucié des petits soucis qu'il y a pu avoir pendant le travail, à l'accouchement. J'étais confiant envers l'équipe avec qui je travaillais. Du coup, je leur ai laissé tout faire. J'ai vraiment profité de cet instant un peu hors du temps qui est la naissance de son enfant. Donc je me suis vraiment placé en tant que père ce jour-là. Ouais.
Alors après, ce que j'avais pas... j'étais tellement focalisé pendant la grossesse, je pense, sur le versant médical, que j'avais pas du tout anticipé de ce qu'allait devenir ma vie en tant que père. Ma paternité, j'en avais pas vraiment parlé avec mes collègues féminines, c'était compliqué. J'avais voilà des amis, mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas tant que ça. Surtout que dans mes amis, j'étais le premier à devenir papa. Donc eux, ils étaient dans autre chose. Donc j'en ai très peu parlé. Et puis c'est vrai qu'à l'arrivée des enfants, c'était ça a été quand même compliqué. Ça a été un gros chamboulement que je pense si on a un petit peu préparé, si on en a parlé un petit peu avant, ça peut être une vraie aide. Ouais, j'imagine. Mais c'est vrai que quand on y pense, en fait, les cours de préparation, c'est rarement à la parentalité. C'est les cours de préparation à la naissance. Et en fait, on voit que ça s'arrête à la naissance, comme si tout ce qui arrivait après, ça allait être un peu l'inconnu. Alors maintenant, on a de la chance parce que on parle quand même plus du postpartum, on parle du postpartum pour les mamans, mais aussi maintenant un peu plus pour les papas aussi. Ça a quand même une sacrée importance. Mais là, de te l'entendre le dire aussi, ça souligne que il y a tout ce côté préparation derrière qui manque aussi parfois. D'où l'accompagnement, encore une fois, des futurs papas, comme tu le proposes et tout, ça a beaucoup aidé aussi. Oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur l'accompagnement parental, parce que c'est vrai que en tout cas, à la maternité, dans les maternités de manière générale, on accompagne pour la grosse échéance qui est l'accouchement. On parle un petit peu d'après, mais pas tant que ça. On parle de valises, de ce qu'il faut avoir acheté, le côté un peu matériel qui est quand même essentiel, mais du chamboulement qui va se produire, on en parle relativement peu. Et il y a pas beaucoup d'espace ensuite, une fois que le bébé est arrivé aussi, pour échanger entre parents. Ça, c'est pas encore très développé et je pense que c'est une offre qui manque sérieusement parce que c'est vrai que la famille a beaucoup changé. Maintenant, bien souvent, on est deux. Tout le clan familial, les grands-parents, les frères, les sœurs, ils peuvent être un petit peu éloignés, puis parfois on peut être un peu isolé, et voilà, on vit tout ce chamboulement à deux, et ça peut être un peu compliqué. Et donc d'échanger avec d'autres qui vivent en même temps ce genre de choses, ça peut apporter une vraie aide. Et je pense qu'il faudrait développer ce versant-là un peu plus. Et tu le sens, toi, j'imagine aussi pendant les cours de préparation pour les papas, que j'imagine qu'au début la parole, elle doit être peut-être un peu difficile, et puis après se rendre compte qu'il y a un vrai besoin en fait d'échanger. Et encore, comme tu le disais, il faudrait le faire pour l'après aussi. Oui, il faudrait le faire pour l'après. Ce serait bien qu'on puisse les revoir, les couples, les papas ou les mamans. Je sais pas sous quelle forme, mais les revoir à quelques semaines, quelques jours, quelques semaines de la naissance de leur enfant. Et puis, je suis sûr qu'il y aurait tout un tas de problématiques abordées. Ça manquerait pas. Il y aurait du travail. C'est clair. Et même quelques mois après, parce qu'il y a des problématiques aussi, comme tu parlais, la communication dans le couple. J'ai l'impression que les premières semaines, on est un peu sonné aussi par la fatigue pour les deux, le côté physique aussi de l'accouchement et tout, et puis après il y a les problématiques de la vie à trois, de la discussion, le manque de sommeil qui commence, l'accumulation de beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément les premiers mois qu'on le fait. On essaye d'en parler entre hommes lors de ces rencontres. C'est des sujets qu'on aborde. On essaye de préparer ces futurs papas au séisme qui est l'arrivée de leur enfant. Puis de leur dire que ça va être un grand bonheur immense, bien sûr, mais que ça va être aussi une adaptation qu'il va falloir faire sur tout un tas de plans. Il y a beaucoup de choses qui vont changer personnellement, professionnellement, dans le couple, la place qu'a cet enfant aussi au milieu de ce couple. On aborde tous ces changements-là. On les effleure, mais c'est sûr qu'il faudrait sûrement plus longtemps pour poser les choses. Ouais. Et puis, du coup, toi, tu as senti que ce travail, tu l'as fait un peu avec toi-même, du coup, à l'arrivée de ton premier enfant. Ouais, tout à fait.
comme j'avais pas grand monde avec qui en parler, avec ma femme bien sûr, mais elle était déjà bien prise par des complications, par exemple l'allaitement, c'est quelque chose de très prenant, les nuits qui s'enchaînent et qui sont pas réparatrices parce qu'un bébé qui pleure énormément, moi ma fille elle a pas fait ses nuits avant 18 mois facile. Puis c'était des réveils, c'était 4-5 réveils par nuit avec des plages d'éveil d'1 heure à chaque fois. Ouais. Donc c'était difficile aussi de parler avec elle de ce que je ressentais parce que voilà, elle était épuisée par l'allaitement et puis par le fait de s'occuper d'un nouveau-né quotidiennement. En plus, c'est vrai que le congé paternité est quand même ce qu'il est, c'est une peau de chagrin, il n'y a pas grand-chose. Donc faire face à ce séisme avec 15 jours de congé paternité, c'est clairement pas assez. Oui, et encore 15 jours, c'est, on va dire, les grands chanceux. Ouais. Et pourtant, hein, ça l'est pas du tout, mais c'est clair. Si tu t'es senti, toi, un peu... t'as senti que c'était dur de retourner travailler, que tu voulais pas forcément... pas aussitôt. Ouais, c'était... j'avais pas envie du coup, forcément, avec un bébé qui se réveille beaucoup et puis une vie professionnelle où il faut derrière quand même... il faut assurer. Je pouvais pas l'aider autant que je voulais sur les nuits, donc c'était aussi compliqué pour moi de me dire je vais la laisser gérer la nuit, sachant que ça allait être compliqué, que le lendemain elle allait être crevée. Mais bon, il fallait aussi que j'aille travailler, donc c'est un équilibre très précaire. Ouais, surtout avec, j'imagine, des plages horaires aussi larges que celles de sage-femme. Je crois que c'est du 7h, 19h. Ça fait quand même des grosses... Oui, on a des grosses journées, on a des gardes de 12 heures, donc il faut être un peu d'aplomb quand même pour commencer sa garde. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on a aussi des journées de récupération, donc là, je pouvais quand même être bien présent. Et c'est l'avantage que j'ai aussi dans mon métier, que je ressens vraiment comme un gros avantage par rapport à d'autres pères, c'est le mode de fonctionnement de ce métier, où finalement je suis quand même très présent avec mes enfants, parce que je travaille par exemple le week-end, si je travaille samedi, dimanche, mais lundi, mardi, je serai avec eux. Je serai avec eux, je peux les préparer le matin, les emmener à l'école, je vais les récupérer à midi, ils mangent, et puis voilà. Je peux passer beaucoup de temps avec eux, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Un papa qui est à 100% et qui a des horaires de bureau classiques, il voit moins forcément ses enfants que moi. Oui, et puis tu rentres sur une plage plus fatigante, quand tu rentres en fin de journée, c'est vrai que j'imagine que du coup vous pouvez avoir des moments de qualité aussi, tous les 3 ou 4. Ouais. Du coup, on s'est organisé un peu en fonction de mon travail. C'est vrai que j'ai la possibilité de prendre par exemple les mercredis, c'est moi qui gère ce jour-là les activités des enfants, et ma femme elle a des horaires plus réguliers, donc elle est un peu moins présente au quotidien. Après, du coup, tu parlais de la paternité, la découverte, il y a des jours où ça va mieux, des jours où c'est plus difficile et tout, on apprend. Et après, finalement, parfois, on remet ça parce que on retient le positif. On retient le positif, tant quand même connaissant un petit peu ce qui s'est passé. On a de l'expérience, donc on se dit que forcément, avec l'expérience, on va y arriver facilement maintenant, on sait faire. Ce qui est un peu vrai, on a en tout cas moins d'appréhension. Nous, c'était le cas. Quand on a décidé d'avoir notre second enfant, ils ont un peu moins de 3 ans d'écart. Donc on a quand même un petit peu attendu parce que fallait qu'on se remette quand même de l'expérience. Mais on savait que qu'on y était arrivé une première fois, que ça n'avait pas été facile, mais que on avait surmonté toutes ces épreuves, que aussi notre couple avait surmonté toutes ces épreuves, et puis qu'on avait envie d'avoir un deuxième enfant. Pour nous, et puis pour la grande sœur qui a eu un petit frère, du coup. Super. Et du coup, tu as vu la différence pour cette grossesse et cet accouchement? Ouais. Beaucoup moins de stress. Pas de zona ophtalmique? Pas de zona, rien du tout. C'était facile. Ouais. Pour la grossesse, non, tout s'est bien passé. L'accouchement aussi, ça s'est bien passé aussi, très bien.
Vous l'avez vécu ici aussi, enfin dans le même service Pareil, au même endroit, avec les mêmes personnes. Donc non, vraiment que des choses positives. C'est cool. C'est plus facile le deuxième. Ouais. D'ailleurs, souvent là, au groupe de parole là, entre papas, on propose à tout le monde, que ce soit les primipères ou les multipères. C'est souvent des premiers papas qui viennent, parce que forcément les interrogations sont surtout là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on entend souvent qu'à partir du deuxième enfant, c'est moins difficile, dans le sens où c'est moins stressant, on n'a pas toutes les appréhensions qu'on avait pour le premier. Parfois on n'a pas le temps non plus de trop s'interroger, donc on fonce un peu et on verra bien, et puis ça passe, ça passe très bien. C'est un peu ce que je retiens de ce qu'on m'a dit. Par contre, on parle aussi quand même du fait de passer à 4, de cette organisation qui diffère encore, parce qu'on réussit à trouver un rythme avec le premier, et puis là, avec le deuxième, soit on repart un peu à zéro, soit voilà, les premiers temps c'est un peu la question du rythme surtout qui est la plus difficile, mais ça se fait plutôt bien apparemment. Donc oui, nous ça n'a pas été un souci. Je trouve en tout cas dans notre famille, ça s'est passé comme ça. La plus grande difficulté, ça a été de passer à 3, d'avoir un enfant. Le passage à 4, on l'a pas vécu difficilement. Alors bien sûr, il faut que ce petit dernier, il trouve sa place dans la famille, dans la fratrie. Mais on l'a vécu sereinement. Ouais, non, passage à 4, ça s'est bien passé. Et c'est à quel moment que toi, tu t'es senti devenir père ? C'est une bonne question. Alors, le premier fait marquant, moi, qui m'a vraiment marqué, c'était pendant la grossesse de mon premier enfant, lors de la première échographie, vers 3 mois de grossesse, 3 mois et demi. Ma collègue a posé la sonde sur le ventre de ma femme, et puis j'ai vu ce petit fœtus là qui bougeait dans tous les sens. Pourtant j'avais déjà vu plein d'échographies, j'en avais pratiqué, je savais ce que c'était. Mais là, c'est vrai que le premier trimestre, il se passe pas grand-chose. Physiquement, il n'y a pas un gros changement, à part l'irritabilité, la fatigue. Forcément. Mais sinon, voilà, il se passe pas grand-chose. Et le fait de poser cette sonde et puis d'un seul coup voir apparaître un fœtus avec déjà un petit peu formé, avec des bras, des jambes qui bougent dans tous les sens. Là, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait comprendre qu'il se passait quand même quelque chose. Qu'il allait falloir assurer. Et puis, le second moment qui a été marquant dans ma paternité, c'était à l'accouchement, le premier regard que j'ai eu avec ma fille. Pour moi, il a été fondateur. Je la connaissais déjà, elle était dans le ventre de ma femme, on partageait quand même quelques petites choses, on se parlait, on se touchait le ventre, j'essayais de lui attraper le pied, on s'amusait déjà quand elle était dans le ventre de ma femme, mais ce premier regard avec elle, ça a été un moment extrêmement, extrêmement fort. J'en ai encore des frissons quand j'en parle. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment réalisé que tout allait changer. C'est hyper émouvant. Ça me touche aussi de t'entendre le dire, donc je trouve ça beau. Par rapport à ça, est-ce que toi, la paternité, c'est quelque chose que tu t'es jamais interrogé là-dessus et tu t'es dit, voilà, peut-être avec le métier que tu faisais, c'est venu un peu comme ça après avec ta femme, ou c'est quelque chose que tu désirais, que tu souhaitais depuis toujours, en disant un jour j'aurai des enfants? Je dirais que ça faisait quand même partie de mes projets de vie, de fonder une famille. C'était important. Après, j'y pensais pas non plus tous les jours. Quand j'ai rencontré ma femme, c'est pas la première chose auquel j'ai pensé. Mais ça faisait quand même partie de mes schémas familiaux. Avoir des enfants, c'était important. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a eu notre première fille, on avait 28 ans tous les deux, ce qui est plutôt un peu en dessous de la moyenne actuelle pour les jeunes parents. Donc on a sauté le pas rapidement. Mais sinon, j'y pensais pas non plus plus que ça. C'est venu petit à petit dans la relation, et puis à un moment, on a senti que c'était le bon moment, qu'on le souhaitait tous les deux, qu'on était prêts à accueillir un enfant. Les conditions étaient réunies, et puis voilà.
Mais c'est quelque chose qui fait partie de Ouais, ça fait partie de moi, ça a mûri aussi doucement. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait d'être sage-femme, ça a aussi un peu, je dirais pas facilité un peu ta réflexion, mais que ça t'a un peu montré aussi d'autres aspects, peut-être Certainement, oui. Je sais pas si j'avais fait un tout autre métier, si je pense que j'aurais eu des enfants, mais je me serais posé peut-être plus de questions sur ce que c'était qu'avoir un enfant, un nouveau-né, sur la paternité. Ouais, je me serais certainement posé plus de questions parce que c'était un univers, ça aurait été un univers beaucoup plus inconnu. Alors que là, je le côtoyais quand même tous les jours, donc je côtoyais en tout cas les premiers instants de vie. Mm-hmm. Je côtoyais pas le reste et c'est un peu masqué ensuite le reste justement. Oui, mais ça a eu un impact d'être sage-femme, d'être entouré de collègues femmes qui vivent des grossesses, qui sont proches de moi, qui accouchent, qui ont leurs enfants. Donc forcément, on a beaucoup parlé entre nous d'avoir des enfants. Donc oui, ça a un impact. Et justement, est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner, toi, aux hommes en général, et puis après aussi aux futurs pères qui sont déjà dans ce processus d'avoir un enfant? Eh ben, questionnez-vous sur ce que c'est que votre future paternité, sur ce que ça va engendrer. En tout cas, essayez de trouver des informations, partagez ce que vous ressentez. Surtout, parce que c'est vrai que les hommes, ils ont tendance à un peu se renfermer sur les sentiments, on les explore pas trop, on les dissimule un petit peu. Et puis, c'est un tel bouleversement, l'arrivée d'un enfant, il y a beaucoup de sentiments nouveaux qui arrivent. Ça peut être un peu compliqué, peut-être plus pour les hommes à gérer parce que ils ont moins d'interlocuteurs. Évident. Donc renseignez-vous sur ce que c'est que d'avoir un enfant, sur les premiers jours de vie, les premiers mois de vie, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer. Ouais, je leur dirais essentiellement ça, de se préparer un petit peu, de se préparer au changement avec leur femme et puis ce que ça va impliquer dans l'évolution familiale. Est-ce que il faut par exemple revoir l'organisation professionnelle, reparler avec sa femme de ce qui va changer. Ok. Eh bien merci Arnaud. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter. Ouais, en tout cas merci de m'avoir invité à parler de ce qu'est un homme sage-femme. Mm-hmm. Ouais, c'est important de le savoir. Et puis qu'est-ce que c'est que d'être père. Ouais. Merci de parler de la parentalité parce que je pense qu'il y a un grand besoin. Il y a beaucoup de questionnements autour de ça et puis surtout beaucoup de besoins des jeunes parents. Donc merci de le faire. Merci. Et puis je rappelle que du coup tu proposes avec les autres sages-femmes de la maternité des groupes de parole pour les futurs pères ou les pères, comme tu le disais tout à l'heure, qui ont déjà des enfants ou qui viennent d'en avoir. Et il suffit de s'inscrire sur le site des HUG. Voilà, c'est ça. Ok. Merci beaucoup Arnaud. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute et à très vite sur Parenthood pour le prochain épisode.